Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc continuons avec nos exemples de brisure de symétrie. Un autre exemple est donné par la solidification d'un liquide. Souvent, les solides ont une structure cristalline. Elle est très fréquente dans la nature. Ça ne se limite pas aux cristaux du bijoutier ou aux cristaux de quartz. Les structures cristallines sont extrêmement abondantes. Par exemple, tous les métaux solidifient sous forme de structures cristallines, même si ce n'est pas flagrant. Souvent, les cristaux sont très petits, orientés dans tous les sens, ce qui donne une apparence homogène au métal. De plus, les métaux sont ductiles, on peut facilement les aplanir, ce qui ne montre pas facilement la structure cristalline. Parfois, lorsque les cristaux sont assez gros, en polissant soigneusement la surface et en le mettant sous lumière rasante, on peut voir les facettes des cristaux. Au départ, dans le liquide, les molécules sont libres. Elles viennent dans tous les sens, dans tous les remues. Le milieu est homogène. Il est invariant par translation de n'importe quelle distance, en faisant abstraction des parois. On parle ici localement dans le liquide. Mais une fois que le milieu s'est cristallisé, il n'y a plus de hasard. La structure a une géométrie bien précise, ordonnée, avec des mailles cristallines. Donc au départ, on a des molécules ou des atomes qui se baladent un peu n'importe comment, et puis, dans le solide, ils vont s'ordonner de manière régulière. Par exemple, sous forme d'une structure cubique ici, d'autres formes de structures différentes. Par exemple, l'eau cristallise dans le système hexagonal. Et ceci est ce qu'on appelle la maille cristalline. Si on déplace cette fois le cristal d'une distance inférieure à la distance d'une maille, le cristal n'est plus le même parce que les atomes ne sont plus à la même position. Donc, il y a une rupture de la symétrie par translation. Il y a même également des directions privilégiées. Ce sont les facettes des cristaux que l'on observe bien, en particulier dans les cristaux gémologiques, c'est-à-dire ceux de la bijouterie. Ce sont les différentes facettes du diamant, du rubis, du saphir, etc. La structure, l'orientation et la position exacte du cristal se fait au hasard. Les premières molécules qui se lient vont donner l'orientation générale. Et les premiers qui se lient, c'est plutôt aléatoire. Même s'il peut y avoir des centres de nucléation, c'est fréquent, dû à des poussières, à des défauts dans les parois des récipients. À ce moment-là, des centres de nucléation se forment à cet endroit. Malgré tout, l'orientation des cristaux sera totalement aléatoire. Il est même pas rare que de nombreux cristaux se forment et puis se rejoignent, chaque cristal étant orienté différemment. Il faut noter deux points importants. Tout d'abord, lors de la rupture de la symétrie, c'est-à-dire lors de la cristallisation, il y a une libération d'énergie. Alors pourquoi ? En fait, les atomes dans le liquide bougent, se déplacent dans tous les sens. Mais une fois liés dans le cristal, ils sont immobilisés. Ils sont fixés à un endroit et donc ils perdent en énergie cinétique. C'est comme un véhicule qui s'accrocherait brusquement à un arbre, ça ferait des dégâts. Et donc, alors ça se traduit à l'inverse quand on doit liquéfier un matériau. Il faut lui fournir de l'énergie, le chauffer, pour le faire fondre, c'est-à-dire en fait de l'énergie pour briser ces liaisons dans la structure cristalline. Et cette énergie libérée lorsque le matériau cristallise se retrouve sous forme de vibration dans les atomes du cristal. Cela s'appelle la chaleur latente de solidification. Un autre point important, c'est qu'au moment de la cristallisation, il y a une chute brutale de l'entropie. En effet,
les molécules sont contraintes, elles sont bloquées dans certaines positions, elles ne peuvent pas se placer n'importe comment, et donc il y a moins d'états possibles pour la position, l'orientation des molécules, ce qui fait donc chuter l'entropie. Cela n'est pas contraire au second principe parce que on est en train de refroidir le matériau, la chaleur s'en échappe, en particulier la chaleur latente de solidification, et donc cela se fait au détriment de cette chaleur libérée qui va globalement provoquer une augmentation d'entropie. Un autre exemple de brisure de symétrie est le ferromagnétisme. Alors, le ferromagnétisme, c'est les aimants, les simples aimants, comme ceux que l'on met sur la porte d'un frigo. Ce sont des substances telles que le fer ou le cobalt qui ont cette propriété où chaque atome se comporte comme un petit aimant. Et tous ces petits aimants tentent à s'aligner les uns à côté des autres, donnant ainsi une aimantation globale. Notons que ça ne se fait pas si facilement que ça, parce que beaucoup d'atomes ont cette propriété d'aimantation, mais quand on met deux aimants l'un à côté de l'autre, orientés tous les deux vers le haut, les pôles nord se repoussent, les pôles sud se repoussent, et ils ont tendance à basculer. Et l'aimantation totale, alors, est nulle, puisqu'il y a un point dans un sens, l'autre dans l'autre. Mais à cause d'effets quantiques que je ne vais pas approfondir ici, dans le cas du fer, par exemple, c'est différent, et les aimants ont tendance à s'aligner pour s'ajouter les uns aux autres et fournir ainsi une aimantation globale. Si on est à température très élevée, l'agitation thermique, les chocs entre les atomes, va bousculer les atomes, leur orientation, ce qui fait qu'ils vont être orientés un peu dans tous les sens et l'aimantation totale sera nulle. Par contre, à basse température, quand l'agitation thermique est plus faible, ces aimants vont tous s'aligner et une aimantation globale va apparaître. La transition entre les deux se fait à une température critique appelée température de Curie, qui a donné son nom à ce phénomène. Notons que la direction de tous ces petits aimants se fait au hasard. À un moment donné, ça commence à s'ordonner dans une certaine direction, par exemple celle-là, et tous les autres suivent et forment ainsi une structure tout orientée dans le même sens. D'ailleurs, tout comme pour les cristaux, il y a souvent de tas de petits domaines, ce qu'on appelle des domaines de Weiss, où chaque petit groupe, un groupe d'atomes est orienté dans un sens, puis un autre groupe dans un autre sens, etc. Et le choix de la direction initiale est aléatoire. Et qu'une fois qu'ils sont tous orientés dans une direction bien précise, il y a donc rupture de symétrie. Avant, toutes les directions étaient équivalentes, après, elles ne le sont plus. Ce sont deux exemples, la solidification et le ferromagnétisme, de ce qu'on appelle une transition de phase. On passe d'un état physique donné à un autre. Dans un cas, on passe du liquide au solide, dans l'autre, on passe de ce qu'on appelle la phase paramagnétique à la phase ferromagnétique. Dans le premier cas, on parle de transition du premier ordre. Parce que, à un moment donné, les deux phases cohabitent ensemble. À un moment donné, on a du liquide et du solide, comme le glaçon qui flotte dans un verre d'eau. Le deuxième exemple, le ferromagnétisme, est ce qu'on appelle une transition du second ordre. C'est-à-dire que les deux phases ne cohabitent pas. C'est tout le matériau à la température critique, tout le matériau qui se transforme directement. L'étude des transitions et des changements de phase joue un rôle fort important en physique où cela a été et est encore fort étudié. Comme exemple suivant, quelque chose qui va nous intéresser plus dans notre cas, nous allons parler de l'interaction faible et de l'interaction électromagnétique. L'interaction faible et l'interaction électromagnétique obéissent à certaines symétries.
Alors ces symétries ne sont pas des symétries géométriques dans l'espace, mais des symétries liées à des variables internes décrivant les phénomènes physiques. Ainsi, l'interaction faible est décrite par une symétrie qui est nommée SU2. Peu importe exactement ce que ça signifie. L'électromagnétisme, c'est la symétrie U1. La U1 est plus facile à décrire. C'est la symétrie d'un point autour d'un cercle, par exemple. Ces deux interactions peuvent se décrire comme une seule interaction dans une théorie unifiée qui unifie les deux interactions, dite théorie électrofaible. Cette théorie obéit à une symétrie plus large, plus complète, qui est notée U1 croix SU2. Alors, aspect un peu trompeur, ce n'est pas juste ça fois ça, parce que le U1 ici, c'est une partie du SU2 en fait. Donc le lien n'est qu'apparent. Mais cette symétrie est plus riche. En physique des particules, en théorie dite des champs, on définit le vide comme l'état d'énergie le plus faible, le plus bas. C'est l'unique état qui est totalement invariant sous les symétries en question. Et les excitations du vide donnent les particules, c'est-à-dire des ondes. Et par exemple, la phase des ondes n'est autre que la symétrie U1. La symétrie est invariante sous un changement de phase. Alors, l'interaction. Alors, normalement, ce vide est l'état d'énergie le plus bas et l'état unique. Mais, ici, on a un cas très particulier. Alors, dans ce qui concerne l'interaction électrofaible, auquel on ajoute un champ dit de X, une particule scalaire sans spin, l'état du vide n'est pas l'état d'énergie minimale. C'est ce qu'on appelle typiquement un faux vide. Et il a tendance alors à passer à un vrai vide en libérant l'énergie et avec une brisure de symétrie. Alors voyons ça. Si on traduit l'énergie de l'ensemble en fonction de paramètres du système, pour un champ comme le champ électromagnétique, on obtient une forme à peu près comme ceci. L'énergie du système croît avec les valeurs des paramètres et s'annule ici. Et ce point minimum, où toutes les variables sont nulles, l'énergie est nulle, l'énergie minimale, c'est le vide. C'est l'état qui correspond au vide. Mais si on prend notre interaction électrofaible avec le X, on obtient plutôt quelque chose comme ceci. Donc en fait, une forme un peu comme celle-là, mais avec une remontée au milieu. On lui appelle parfois le chapeau mexicain. Et l'état totalement symétrique n'est en fait pas l'état d'énergie minimum. On l'appelle donc le faux vide. Alors que les états d'énergie minimum sont là. Et là, il y en a tout plein. Tout un cercle ici autour. Les états d'énergie minimum sont appelés des vrais vides. Évidemment, un système qui a de l'énergie a tendance à le perdre et il tombe alors vers un état d'énergie minimum, par exemple celui-ci, et en libérant cette énergie. Et la direction dans l'espace des variables qui décrivent le système, comme la phase et d'autres grandeurs, la direction est aléatoire. Il y a rupture de symétrie, rupture spontanée de la symétrie. Et cette fois-ci, ça ne dépend pas de détails internes, comme les petits défauts dans notre colonne, les petites poussières ou défauts des parois de la solidification, ou les positions particulières de l'un ou l'autre atome dans le cas du ferromagnétisme. Ici, c'est une vraie brisure de spontanée, vraie brisure de symétrie spontanée.
Et après rupture, le champ électromagnétique et le champ faible, l'interaction faible, sont très différents l'un de l'autre, alors qu'au départ, ils étaient identiques. Avant la transition, dans la position du faux vide, les particules qui transmettent les interactions, comme le photon pour l'interaction électromagnétique, les bosons dits W et Z pour l'interaction faible, sont tous sans masse. Mais après rupture de symétrie, il se fait que le gamma reste sans masse parce qu'il y a une symétrie résiduelle, mais les bosons Z et W deviennent très massifs, ce qui fait que l'interaction faible devient à très courte portée. Alors on n'approfondira pas plus ce mécanisme lié aux masses, ici, qui est le fameux mécanisme de X. Si l'énergie disponible dans le système est extrêmement élevée, en fait, en pratique, bien au-delà de ce que nous savons fabriquer dans nos accélérateurs, ce qui est dommage, parce qu'on pourrait expérimenter ce domaine-là, mais c'était le cas au début de l'univers, quand l'univers était très dense, très chaud, là l'énergie était énorme, et dans ce cas-là, le système reste dans l'énergie de faux vide, parce qu'il y a suffisamment d'énergie pour le fournir. Le système reste totalement symétrique. Par contre, si l'énergie disponible est beaucoup plus faible, le système a tendance à perdre son énergie, et on est alors dans l'état actuel, celui dans lequel nous sommes, où nous sommes dans un vrai vide, il y a l'état du vrai vide, plus des particules bien sûr, avec une brisure de symétrie et des masses données aux particules. Il existe d'autres tentatives pour unifier les interactions, par exemple avec l'interaction forte, ce qu'on appelle les GUT, les GUT, les théories de grande unification. Il y a aussi parfois tentative d'unifier la gravité avec ce qu'on appelle les théories de tout, de manière un peu pompeuse. Et il y a de nombreuses tentatives. Vous connaissez sûrement la théorie des cordes, au moins de nom, mais aussi la supersymétrie, on en a parlé un peu, et il existe de nombreux modèles. Mais tout cela est encore spéculatif, et pas du tout, il n'y a aucun indice expérimental qui aille dans le sens de l'une ou l'autre solution. Alors que la théorie électrofaible, elle est très solide et a été confirmée par l'expérience. On ne peut pas atteindre l'état symétrique, mais les propriétés observées sur les particules sont suffisantes pour dire que la théorie fonctionne. Voilà, alors maintenant nous avons les clés dont nous avons besoin pour la suite. Et donc dans la prochaine vidéo, armée de tout cela, nous allons nous revenir sur la symétrie finale, nous demander pourquoi il y a cette asymétrie, et nous ferons un certain nombre d'hypothèses sur cette raison, les raisons de cette asymétrie. Nous examinerons ces hypothèses. Je vous remercie.